J'avais 15 ans lorsque j'ai vu mon père me tourner le dos pour la dernière fois, ses talons claquant sur le parquet ciré, emportant avec lui le peu de sécurité qu'il me restait. Il avait fait son choix, sa nouvelle femme, celle qui portait son futur, plutôt que moi, le vestige de son passé. 3 ans plus tard, me voici debout à l'entrée majestueuse du gala de l'Opéra Garnier, drapé dans une robe de haute couture dont le prix dépassait la valeur de sa propre maison de campagne. La femme qui tenait ma main, dont les doigts bagués de diamants serraient les miens avec une assurance maternelle et féroce, avait le pouvoir de l'anéantir d'un simple coup de téléphone. Et ce soir, sous les lustres de cristal et les regards du tout Paris, elle allait le faire. Mais ce que personne ne savait, ce que les photographes qui scandaient mon nom ignoraient, c'est qu'elle n'était pas seulement mon mentor, ma Pigralion. Elle était la femme que mon père avait trahie 10 ans plus tôt, celle dont il avait volé le génie pour bâtir son empire. Et moi, Manon, sa fille rejetée, j'étais sur le point de l'aider à réduire en cendres tout ce qu'il avait construit. Oh, et il y avait une dernière chose, une ombre encore plus sombre planant sur cette soirée étincelante. Le plus grand secret de tous était sur le point d'éclater, une vérité si brutale qu'elle allait faire voler en éclats tout ce que je croyais savoir sur ma propre existence. Avant de commencer, si vous avez déjà ressenti cette douleur glaciale, celle d'être abandonné par la personne qui était censée être votre bouclier contre le monde, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Cette histoire va vous emmener dans les tréfonds de la trahison et de la résilience, et vous ne voudrez pas manquer le dénouement. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé, à l'instant précis où ma vie a basculé. Mon 15e anniversaire aurait dû être une célébration, un moment de joie. Au lieu de cela, il est devenu la nuit où mon univers entier s'est effondré comme un château de cartes sous l'orage. Je me souviens être assise à notre grande table de salle à manger, fixant les crêpes empilées au centre, ces crêpes dorées et parfumées à la vanille que maman et moi avions l'habitude de préparer ensemble chaque année. C'était notre rituel sacré. Sauf que maman n'était plus là. Elle était morte 6 mois plus tôt, et je cherchais encore comment inspirer et expirer sans sentir ce vide béant dans ma poitrine. Papa est arrivé avec 2 heures de retard. C'était devenu une habitude, une routine douloureuse à laquelle je m'étais résigné. Mais cette fois, l'air autour de lui était différent. Il n'était pas seul. « Manon, voici Sandrine, dit-il, sa voix manquant cruellement de naturel, sa main posée avec une tendresse écœurante sur le ventre de la femme. Son ventre très arrondi. J'ai senti mon estomac se décrocher, une chute libre intérieure. « Papa, quoi ?» ai-je balbutié, incapable de comprendre. Sandrine a souri, un rictus étiré par le rouge à lèvres qui n'atteignait jamais ses yeux froids et calculateurs. Surprise. Tu vas être grande sœur. J'ai regardé mon père, cherchant désespérément un signe, espérant qu'il me dise que c'était une plaisanterie morbide, un cauchemar dont j'allais me réveiller. Il fuyait mon regard, fixant un point invisible sur le mur. Sandrine porte mon fils, dit-il doucement, comme si le murmure pouvait atténuer la violence des mots. Nous nous marions le mois prochain. Le choc a laissé place à une fureur volcanique. Maman est morte il y a 6 mois. Les mots ont explosé hors de moi, chargés de toute ma douleur. 6 mois. Ta mère n'est plus là, Manon. La voix de Sandrine était tranchante comme du verre brisé, dénuée de toute empathie. Il est temps pour ton père d'avancer. Nous avons tous besoin d'avancer. Je l'ai fixé, cet intrus qui se tenait là où ma mère aurait dû être. Vous êtes dégoûtants, ai-je chuchoté, tremblante de rage. Tous les deux. La gifle est partie si vite que je ne l'ai pas vue venir. La main de mon père a percuté ma joue avec un bruit mat qui a résonné dans le silence de la pièce. J'ai porté la main à mon visage, sentant la brûlure, mais surtout, sentant quelque chose se briser en moi, une fracture définitive qui ne se réparerait jamais point. Ne t'avise plus jamais de parler à Sandrine sur ce ton, a dit papa, sa voix tremblant d'une rage que je ne lui connaissais pas. Elle va être ta mère maintenant. Elle ne sera jamais ma mère. Ai-je hurlé, les larmes brûlant mes yeux. Sandrine s'est redressée, posant une main protectrice et théâtrale sur son ventre. Jean, je n'élèverai pas mon fils auprès d'une gamine irrespectueuse et hystérique. C'est elle ou nous. Tu dois choisir. J'ai observé le visage de mon père, j'ai vu les rouages tourner, je l'ai vu peser le pour et le contre, hésiter. Et puis, il a prononcé les mots qui allaient hanter mes nuits pour l'éternité. Fais tes valises, Manon. Tu vas chez ta tante Françoise. Je ne pouvais plus bouger. Mes poumons refusaient de prendre l'air.
Papa, s'il te plaît. Ai-je supplié, ma fierté disparaissant face à la terreur. J'ai dit, fais tes valises. Cette nuit-là, alors que je jetais ma vie en vrac dans 2 vieilles valises, les mains tremblantes, j'ai entendu leur voix s'élever depuis la cuisine. Je me suis glissé dans le couloir, me pressant contre le mur froid, retenant mon souffle. Tu lui as dit la vérité? La voix de Sandrine était sifflante, urgente. Es-tu folle? Elle ne doit jamais savoir que sa mère n'est pas simplement morte. Que tu... Tais-toi. Les murs ont des oreilles, Sandrine. J'ai senti une glace liquide couler dans mes veines. Que voulait-elle dire? Ma mère n'est pas simplement morte? Maman avait eu une crise cardiaque. C'est ce que papa m'avait dit. C'est ce que les médecins avaient dit. C'est ce que tout le monde répétait. Mais la façon dont Sandrine l'avait dit, l'insinuation lourde et menaçante, et la façon dont papa l'avait réduite au silence si brutalement. Quelque chose clochait. Quelque chose était terriblement, profondément faux. Le gîte délabré de tante Françoise en Normandie était minuscule, sombre, imprégné d'une odeur persistante de moisissure et de vin bon marché. Lorsqu'elle a ouvert la porte, elle m'a regardé avec des yeux cernés de fatigue et d'amertume, avant de soupirer longuement. J'ai à peine de quoi me nourrir moi-même, Manon. S'il te plaît, ai-je imploré, serrant mes valises comme des bouées de sauvetage. Je n'ai nulle part où aller. Ton père a envoyé 200 €. C'est tout. Fais-les durer. 200 €. J'ai découvert plus tard que l'entreprise de papa venait de doubler ses profits ce trimestre-là. Il brassait des millions, s'achetait des costumes sur mesure, et il m'avait envoyé 200 € pour survivre. Françoise n'était pas intrinsèquement cruelle, mais la vie l'avait endurcie jusqu'à la pierre. Elle buvait trop pour oublier, travaillait 2 emplois précaires, et me faisait clairement sentir que j'étais un fardeau, une bouche de trop. Après 2 mois, l'argent s'est épuisé. Françoise est rentrée ivre un soir, l'alcool la rendant plus franche et plus dure. Elle m'a dit que je devais partir. Je ne peux plus faire ça, gamine. Tu es seule maintenant. À 15 ans, je me suis retrouvé à la rue. J'ai dormi dans les jardins publics à Lyon, cherchant les coins les moins éclairés pour être invisible, me lavant dans les toilettes publiques glaciales, mangeant ce que je pouvais trouver ou voler. Je ne cessais de penser à ma mère, à cette étrange conversation surprise dans le couloir. Je voulais des réponses, je brûlais de comprendre, mais j'étais trop occupé à essayer de ne pas mourir de froid ou de faim pour mener une enquête. Puis, par un soir d'octobre particulièrement glacial, tout a changé. J'étais assise sur un banc en métal, mes genoux ramenés contre ma poitrine pour conserver un peu de chaleur, quand une Renault de luxe, noire et étincelante, s'est arrêtée le long du trottoir. La vitre arrière s'est baissée lentement, révélant une femme aux yeux perçants, drapée d'élégance, portant des bijoux discrets mais dont je devinais la valeur astronomique. Elle m'a scruté, non pas avec pitié, mais avec une intensité analytique. « Tu es la fille de Jean Lefebvre », a-t-elle déclaré. Ce n'était pas une question. Je l'ai fixée, méfiante. « Comment savez-vous ça ?» Monte. Nous devons parler. Chaque instinct de survie que j'avais développé me hurlait de ne pas faire confiance à cet inconnu, mais j'étais transi de froid, affamé, et désespéré. Je suis monté dans la voiture. L'intérieur sentait le cuir neuf et un parfum coûteux. Nous avons roulé en silence jusqu'à Paris, où elle m'a emmené dans un appartement de luxe face à la Seine. La vue était époustouflante, les lumières de la ville se reflétant sur l'eau noire. L'endroit était un temple de la mode, magazines internationaux, croquis de designers éparpillés, photographies de mannequins légendaires. Je m'appelle Monique Roche, a-t-elle dit en se versant un verre de vin rouge de Bordeaux, le liquide pourpre tourbillonnant dans le cristal. Ce nom te dit-il quelque chose? J'ai secoué la tête, intimidé. Ton père et moi étions partenaires d'affaires. Il y a 10 ans, nous allions révolutionner l'industrie de la mode française ensemble. Elle a ouvert un tiroir en acajou et en a sorti de vieux contrats jaunis, des photographies d'elle et de mon père se serrant la main lors de galas passés. Puis ton père a tout volé. Mes designs, mes clients, mon avenir entier. Je ne comprends pas pourquoi vous me dites ça, ai-je murmuré, la chaleur de l'appartement commençant à dégeler mes os. Il a bâti son empire sur mon travail, Manon. Il s'est assuré que je ne puisse rien prouver, il a détruit ma réputation avec des rumeurs vicieuses. J'ai tout perdu. Ses yeux sont devenus durs,
brillant d'une rage ancienne et inassouvie. Mais j'ai reconstruit. Lentement. Méticuleusement. Et maintenant, je suis plus puissante qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Pourquoi me dites-vous ça? Ai-je répété, confuse. Monique a posé son verre et m'a regardé droit dans les yeux, comme si elle pouvait lire mon âme. Parce que tu es la clé pour le détruire. Je ne suis personne. Je suis SDF. Je n'ai. Elle m'a interrompu d'un geste sec. Tu es son héritière. Tu es sa fille. Et je vais te rendre si puissante, si célèbre, si intouchable qu'il suppliera pour ton pardon. Et alors, quand il sera à genoux, nous lui prendrons tout. J'aurais dû dire non. J'aurais dû fuir cette vendetta qui ne m'appartenait pas. J'aurais dû partir. Mais Monique s'est penchée vers moi, son expression changeant subtilement, et a dit la phrase qui a scellé mon destin. Ne veux-tu pas savoir ce qui est vraiment arrivé à ta mère? Mon cœur a raté un battement. Le silence dans la pièce est devenu assourdissant. Vous savez quelque chose? Je sais tout. Mais d'abord, tu dois devenir quelqu'un qu'il ne peut pas ignorer. Quelqu'un avec du pouvoir. Es-tu prête à te transformer? J'ai regardé cette femme étrange qui semblait haïr mon père autant que moi, qui détenait les clés du mystère de la mort de ma mère, et qui m'offrait une arme pour me venger. Oui, ai-je chuchoté. Je suis prête. Monique ne plaisantait pas au sujet de la transformation. Dans les jours qui ont suivi, j'étais inscrite à des cours de mannequinat intensifs, travaillant avec les meilleurs photographes, apprenant à marcher, à poser, à capter la lumière, à commander l'attention par un simple regard. C'était brutal. J'ai pleuré plus durant ces premiers mois que depuis la mort de maman. Mais Monique était toujours là, impitoyable, me poussant toujours plus loin. Tu veux ta vengeance? Alors mérite-la. La beauté ne suffit pas, Manon. Tu as besoin de présence. Tu as besoin de pouvoir. 6 mois après le début de mon entraînement, j'ai fait mon premier vrai shooting. Lorsque j'ai vu les images développées, je me suis à peine reconnu. La fille brisée, abandonnée dans un parc de Lyon, avait disparu. À sa place se tenait une créature féroce, d'une beauté glaciale, quelqu'un qui semblait capable de conquérir le monde sans effort. C'est le visage qui détruira ton père, a dit Monique en souriant, satisfaite de sa création. 8h11, au cours des 2 années suivantes, ma carrière a explosé. Couverture de magazines, Fashion Weeks à Paris et Milan, designers se battant pour m'habiller. Je suis devenu un visage que les gens reconnaissaient dans la rue, une influenceuse, une icône. Mais Monique et moi n'avons jamais oublié le véritable objectif. Un soir, 2 ans après le début de cette nouvelle vie, Monique m'a convoqué dans son bureau. Elle avait un dossier épais posé sur son bureau en verre. Il est temps que tu connaisses la vérité sur Valérie, ta mère. Mes mains tremblaient alors que j'ouvrais le dossier cartonné. À l'intérieur se trouvait le certificat de décès de ma mère. Crise cardiaque, ai-je lu à voix haute. Je sais. J'étais Lacan. Ta mère avait 38 ans, Manon. Athlétique, en bonne santé, aucun antécédent cardiaque. Monique a sorti des dossiers médicaux, des graphiques complexes. Elle est morte 2 jours après avoir confronté ton père au sujet de Sandrine. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que le timing est très intéressant. Elle a sorti un autre document, une fiche de personnel. Sandrine travaillait à l'hôpital où ta mère est morte. Elle était infirmière. La pièce s'est mise à tourner autour de moi. Non. Ta mère a découvert que Sandrine était enceinte alors que ton père était encore marié. Elle allait tout exposer, faire un scandale, et soudain, elle fait une crise cardiaque fatale dans l'hôpital précis où travaillait la maîtresse de son mari. Vous pensez que Sandrine l'a tuée? J'ai à peine pu prononcer les mots, la bile montant dans ma gorge. Je pense que Sandrine avait accès aux médicaments. Je pense qu'elle avait un mobile puissant. Et je pense que ton père le savait, ou du moins le soupçonnait, et a choisi de fermer les yeux. J'ai ressenti une rage pure, différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Une rage froide et calculatrice. Peut-on le prouver? Pas encore, mais j'ai des enquêteurs privés dessus. Il y a plus. Monique a sorti un rapport de police. Sandrine a un frère, Nicolas. Il est en prison pour fraude médicale, falsification d'ordonnance.
Les pièces du puzzle s'assemblaient pour former une image horrifique. Quand sort-il? Ai-je demandé. Monique a eu un sourire prédateur. Dans 3 mois. Juste avant le gala de l'Opéra Garnier. 3 ans après que mon père m'ait abandonné comme un vieux meuble, je me tenais devant un miroir gigantesque, vêtu d'une robe rouge sang dont la traîne remplissait la pièce. Mon visage était placardé sur les kiosques du monde entier. Mon nom était sur toutes les lèvres dans les capitales de la mode. J'étais intouchable. Monique est entrée, éblouissante dans une tenue blanche structurée. 10h28, prête? A-t-elle demandé. Le gala de l'Opéra Garnier, ai-je dit, n'y croyant toujours pas tout à fait. J'y vais vraiment en tant qu'invité d'honneur, en tant que l'un des mannequins les plus célèbres du monde. Le sourire de Monique était tranchant. Ton père a acheté une table. Il sera là avec Sandrine et leur fils. Et Nicolas, libéré hier, très en colère contre sa sœur qu'il a laissé tomber, est très disposé à nous aider pour le bon prix. Je me suis tourné vers Monique. Au fil de ces 3 années, elle était devenue bien plus qu'un mentor. Elle était la figure maternelle que j'avais perdue, celle qui m'avait reconstruite morceau par morceau. Mais je savais que son aide avait un prix. Que se passe-t-il après ce soir? Ai-je demandé. Après ce soir, ton père perd tout. Sa réputation, son entreprise, sa liberté si Sandrine avoue. Et qu'est-ce que vous y gagnez? Les yeux de Monique étaient froids comme l'acier. La justice. Enfin. Le gala de l'Opéra Garnier était aussi spectaculaire que je l'avais imaginé. L'escalier monumental, les ors, les velours. Les flashs crépitaient comme des éclairs alors que Monique et moi montions les marches ensemble. Les photographes hurlaient mon nom. Je n'étais plus la fille abandonnée. J'étais Manon, supermodèle, icône, intouchable. À l'intérieur, dans la grande salle de bal, je l'ai vu immédiatement. Jean Lefebvre, mon père, plus vieux, les cheveux plus gris, debout à côté de Sandrine. Elle dégoulinait de bijoux qu'il avait probablement achetés avec l'argent qui aurait dû assurer mon avenir. Et entre eux, tenant la main de Sandrine, se trouvait un petit garçon d'environ 3 ans, mon demi-frère, le fils que mon père avait choisi à ma place. Jean m'a vu et a blêmi instantanément, comme s'il voyait un fantôme. Sandrine a suivi son regard et son visage s'est vidé de ses couleurs elle aussi. Monique a pressé ma main. C'est l'heure. Nous avons marché droit vers leur table, fendant la foule comme la mer Rouge. Jean s'est levé, la bouche s'ouvrant et se fermant comme celle d'un poisson hors de l'eau. Manon. Est-ce que c'est? Mon Dieu. Tu as l'air si différente de la dernière fois que je t'ai vue. J'ai gardé ma voix glaciale, contrôlée. Quand tu m'as jeté dehors comme une ordure? Sandrine a agrippé le bras de Jean, ses ongles s'enfonçant dans le tissu de son smoking. Jean, qui est cette femme? Elle désignait Monique. Monique a souri comme un requin sentant le sang. Vous ne savez pas? Je suis Monique Roche, la femme que votre mari a détruite il y a 10 ans. Elle s'est tournée vers Jean. Bonjour, Jean. Surpris de me voir? Je suis la coprésidente de l'événement. Je décide qui entre, et qui se fait jeter dehors. Le visage de Jean est devenu écarlate. Monique, ne faisons pas ça ici. Pourquoi pas? Ai-je demandé, ma voix portant juste assez pour attirer l'attention. Peur que les gens sachent la vérité sur ce que tu lui as fait? Sur ce que tu m'as fait? Les gens aux tables voisines commençaient à nous fixer, les chuchotements se propageant comme une traînée de poudre. Sandrine semblait paniquer, ses yeux dartant de gauche à droite. Jean, partons, a-t-elle sifflé, essayant de le tirer par le bras. Mais Monique a alors dit quelque chose qui a figé Sandrine sur place. Avant de t'enfuir, Sandrine, ne devrais-tu pas dire à tout le monde ce que tu as fait à l'hôpital? Ce que tu as fait à Valérie, la mère de Manon? Les yeux de Sandrine se sont écarquillés de terreur. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vraiment? Parce que j'ai les dossiers médicaux, les plannings de garde. Tu travaillais la nuit où Valérie Lefebvre est morte. Tu avais accès à ces médicaments intraveineux. Vous êtes folle. La voix de Sandrine montait dans les aigus, attirant encore plus d'attention. Jean a attrapé le bras de Monique. Ça suffit. 13h40, enlève tes mains d'elle, ai-je dit, ma voix mortellement calme mais chargée d'une menace tangible.
Il a lâché prise, me regardant comme si j'étais une étrangère. D'une certaine manière, je l'étais. Manon, chérie, je sais que j'ai fait des erreurs. A-t-il commencé. Ne m'appelle pas comme ça. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Sandrine s'est soudainement levée, son visage se décomposant sous la pression. Vous ne comprenez pas. Elle ne pouvait plus s'arrêter, les mots se bousculant. Votre mère ne voulait pas s'arrêter. Elle menaçait de tout exposer, de tout détruire. Sandrine, tais-toi. Jean a essayé de la saisir, mais elle l'a repoussé violemment. Je lui ai juste donné quelque chose pour l'aider à se calmer. Juste quelque chose pour l'aider à dormir. Des larmes de rage et de peur coulaient sur le visage de Sandrine maintenant, ruinant son maquillage impeccable. Je ne voulais pas que son cœur s'arrête. C'était censé la rendre silencieuse, juste un moment. La salle entière semblait s'être figée. La musique s'était tue. La sécurité s'approchait déjà de nous, mais je ne pouvais pas détacher mon regard du visage de Sandrine alors qu'elle réalisait ce qu'elle venait de confesser devant le tout Paris. Tu l'as tué. Ai-je murmuré, le choc me frappant de plein fouet malgré ma préparation. Tu as réellement tué ma mère. Jean s'est jeté sur Sandrine, essayant de couvrir sa bouche avec sa main, mais c'était trop tard. Un homme en uniforme de sécurité s'est avancé, et j'ai réalisé que ce n'était pas du tout un agent de sécurité. C'était Nicolas, le frère de Sandrine. « Bonjour, petite sœur », a-t-il dit froidement. Sandrine a hurlé. Nicolas a sorti son téléphone, le connectant au système audio proche. Tu m'as laissé pourrir en prison pendant que tu vivais comme une reine. Mais maman m'a tout dit avant de mourir. Tout. Il a appuyé sur lecture et la voix d'une femme âgée a rempli l'air, crépitant dans les enceintes. Sandrine a donné quelque chose à cette femme. Elle m'a dit que c'était juste pour la faire dormir, mais je connais ma fille. Je sais de quoi elle est capable. L'enregistrement continuait, détaillant comment Sandrine avait délibérément surdosé ma mère, comment elle avait maquillé la scène, comment elle l'avait planifiée pendant des semaines. Sandrine s'est effondrée au sol, un tas de soie et de sanglots. Jean a essayé de courir, mais la vraie sécurité lui a bloqué le passage. La police entrait déjà dans la salle de bal. Monique se tenait là, calme et victorieuse, comme une statue de la justice. C'est fini, Jean. Tout ce que tu as construit sur des mensonges et des rêves volés. C'est fini. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais pas traiter l'information. Ma mère n'était pas simplement morte. Elle avait été assassinée par la femme que mon père avait installée dans notre maison, dans notre vie. Et lui? Savait-il? S'il te plaît. Jean a agrippé mon bras, désespéré. Manon, s'il te plaît, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas qu'elle avait tué ta mère. Menteur, ai-je dit simplement. Je suis ton père. Monique a ri, un son froid et amer. Devrions-nous lui dire, Jean, où dois-je le faire? J'ai regardé tour à tour mon père et mon mentor. Me dire quoi? Monique a sorti une enveloppe de son sac à main de luxe. Je garde ceci depuis 6 mois, attendant le moment parfait. Qu'est-ce que c'est? Un test ADN issu des dossiers de l'hôpital à ta naissance. Elle me l'a tendu. J'en ai pas ton père biologique. Le monde a cessé de tourner. Je ne pouvais plus respirer. C'est impossible, a crié Jean. Ta mère a eu une liaison juste avant ta naissance, a continué Monique, sa voix devenant soudainement douce. Avec mon mari. Je l'ai fixée, stupéfaite. Cette femme qui m'avait sauvé, formée, transformée en une arme puissante. Vous êtes ma. Je ne pouvais pas finir la phrase. Belle-mère, techniquement. Bien que mon mari soit mort avant ta naissance, donc il ne l'a jamais su. Les yeux de Monique étaient humides, brillants de larmes retenues. Quand je t'ai trouvé dans ce parc à Lyon, je cherchais juste une vengeance contre Jean. Puis j'ai fait le test ADN pour être sûr, et tout a changé. Jean secouait la tête frénétiquement. Non, non, ce n'est pas Valérie. Valérie ne ferait pas. Valérie est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, a dit Monique calmement. Quelqu'un qui l'a traité mieux que tu ne l'as jamais fait. Mais il est mort, et elle est restée avec toi parce qu'elle pensait que c'était la bonne chose à faire pour Manon.
La police passait les menottes à Sandrine, qui sanglotait hystériquement. Jean était interrogé sans ménagement. Leur fils, le petit Léo, pleurait, confus et effrayé au milieu du chaos. Et moi, j'étais là, mon identité entière volant en éclats. Monique a touché mon visage doucement. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais tu avais besoin d'être assez forte d'abord. Tu avais besoin de voir de quoi tu étais capable. Est-ce que ma mère savait? Elle chuchotait. Pour votre mari? Elle l'aimait. Elle l'aimait vraiment. Mais quand il est mort, elle a choisi de t'élever avec Jean, espérant qu'il serait le père que tu méritais. La voix de Monique s'est brisée. Elle a fait le mauvais choix, et cela lui a tout coûté. J'ai regardé la police emmener Sandrine, j'ai regardé Jean essayer désespérément de s'expliquer, de sauver les apparences alors qu'il n'y avait plus rien à sauver. J'ai regardé son empire s'effondrer en temps réel, alors que la nouvelle se propageait dans la salle, que les téléphones filmaient, que l'histoire devenait virale sous mes yeux. C'était à cela que ressemblait la vengeance. Une destruction totale. Alors pourquoi me sentais-je si vide? Monique et moi nous sommes assises sur les marches extérieures de l'Opéra Garnier, longtemps après que la foule se soit dispersée. Le soleil commençait à se lever sur Paris, peignant le ciel de teintes orange et roses sur les toits de zinc. Je pensais que je me sentirais mieux, ai-je dit doucement, en revoyant l'image de sa déchéance. La vengeance ne procure jamais le sentiment qu'on imagine, a répondu Monique. Sandrine va en prison. L'entreprise de Jean s'effondre. Leur fils est pris en charge par les services sociaux. J'ai regardé mes mains manucurées. Ce petit garçon n'a rien fait de mal. Et maintenant, sa vie entière est détruite. Ce n'est pas de ta faute, Manon. N'est-ce pas? Si je n'étais pas revenu, si nous n'avions pas tout exposé, alors la meurtrière de ta mère serait restée libre. Alors Jean aurait continué à profiter de ses crimes. Alors ce petit garçon aurait grandi avec des meurtriers comme parents. Monique a pris ma main. Tu as fait ce qu'il fallait point. Vraiment? Ou suis-je juste devenu comme eux, utilisant les gens pour me venger? Monique est restée silencieuse un long moment, regardant l'horizon. Je t'ai sauvé parce que je voulais détruire Jean. C'est vrai. Mais quelque part en chemin, tu es devenu plus qu'une arme pour moi. Tu es devenu ma famille. J'ai regardé cette femme qui m'avait tout donné. Le pouvoir, le succès, la justice, et apparemment des liens du sang que je n'avais jamais soupçonnés. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, tu décides. Tu peux tourner le dos à tout ça, à moi, au monde de la mode, à tout. La voix de Monique était stable. Ou tu peux rester. Construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas basé sur la vengeance. Et pour ce petit garçon, mon demi-frère? Monique a haussé un sourcil. Quoi à son sujet? Il a 3 ans. Il est innocent et il est en foyer d'accueil à cause de ce que nous avons fait. Tu veux l'aider? Monique semblait surprise. Quelqu'un doit le faire. C'est la famille. Même si c'est compliqué. Je me suis levé, regardant le lever du soleil illuminer la ville. J'ai été abandonné une fois. Laissé sans rien. Si Monique Roche ne m'avait pas trouvé. Je me suis tourné vers elle. Peut-être que je peux être cette personne pour lui. Quelqu'un qui est là quand tout le monde part. Monique a souri, et pour la première fois, son sourire a atteint ses yeux, sincère et chaleureux. Tu es plus forte que tous, Manon. Plus forte que Jean, plus forte que Sandrine, peut-être même plus forte que moi. J'ai appris de la meilleure, ai-je répondu. Nous sommes restés là ensemble, regardant Paris s'éveiller. Quelque part là-bas, mon père subissait un interrogatoire de police. Sandrine était dans une cellule, faisant enfin face à la justice pour ce qu'elle avait fait à ma mère. Et un petit garçon se réveillait dans un endroit étrange, se demandant où étaient passés ses parents. Mon téléphone a vibré. Les messages affluaient par centaines. L'histoire avait éclaté dans le monde entier. Supermodel expose les sombres secrets de son père au gala de l'opéra. Icône de la mode révèle un meurtre dissimulé. La vengeance qui a secoué l'industrie. J'étais célèbre avant. Maintenant, j'étais légendaire, mais pas pour les raisons que j'avais imaginées. Tu sais ce qui est le plus étrange? Ai-je dit à Monique.
J'ai passé 3 ans à devenir assez puissante pour le détruire, mais à la fin, il s'est détruit lui-même. Sandrine n'a pas supporté la pression et a avoué. Nicolas a apporté les preuves. Tout ce que j'ai fait, c'est me montrer. Parfois, c'est tout ce qu'il faut, a dit Monique. Être là. Être présente. Être la personne qui refuse de disparaître. J'ai pensé à ma mère qui m'avait aimé assez pour rester dans un mariage sans amour. À l'homme qui était le mari de Monique, mon père biologique que je n'avais jamais rencontré. À Jean qui avait choisi l'orgueil et l'avidité plutôt que sa fille. À Sandrine qui avait choisi le meurtre plutôt que de perdre sa vie confortable. Et j'ai pensé à ce petit garçon qui n'avait rien choisi de tout cela. Je veux le rencontrer, ai-je dit soudainement. Mon demi-frère, Léo. Peu importe ce qui se passe avec la garde, je veux qu'il sache qu'il a une famille. Une vraie famille. Le genre qui ne t'abandonne pas quand les choses deviennent difficiles. Monique a hoché la tête. Je passerai les appels. Nous ferons les choses bien. Alors que nous retournions à sa voiture, j'ai jeté un dernier regard vers l'Opéra Garnier. Il y a 3 ans, je dormais dans des parcs, abandonnés et oubliés. Ce soir, j'avais franchi ces portes comme l'une des personnes les plus puissantes de la salle. Mais le vrai pouvoir, je commençais à le réaliser, n'était pas dans la vengeance. Ce n'était pas dans la gloire, ni dans le succès, ni dans le fait de regarder ses ennemis tomber. Le vrai pouvoir résidait dans le choix de qui on devenait après que le pire nous soit arrivé. Dans le refus de laisser la cruauté nous rendre cruels, dans le fait d'être là pour quelqu'un d'autre comme on aurait souhaité que quelqu'un soit là pour nous. Mon père m'avait appris quel genre de personne je ne voulais pas être. Monique m'avait appris à être forte. Et ma mère, où qu'elle soit, m'avait aimé assez pour me protéger même à travers sa mort. Maintenant, c'était à mon tour de décider quel genre de personne je choisirais d'être. Pas la fille abandonnée, pas l'arme de vengeance, pas le supermodèle ou l'icône des gros titres, juste Manon, qui que cela signifie, quoi que cela devienne. Et pour la première fois en 3 ans, cela semblait suffisant. Sandrine est en prison, purgeant une peine de 15 ans pour le meurtre de ma mère. Jean a perdu son entreprise, sa réputation et sa liberté. Il fait face à des accusations de complicité et de fraude qui le maintiendront au tribunal pendant des années. Et ce petit garçon, Léo, il vit avec Monique et moi maintenant. Il s'avère qu'être une grande sœur est plus difficile qu'être un supermodèle, mais c'est aussi mieux. Beaucoup mieux. Parfois, la famille que l'on choisit est plus puissante que celle dans laquelle on est né. Parfois, la vengeance ne consiste pas à détruire quelqu'un d'autre. Elle consiste à refuser de les laisser vous détruire. Si cette histoire vous a choqué, et je sais qu'elle l'a fait, laissez un commentaire pour me dire quel rebondissement vous a le plus marqué. Était-ce la confession de Sandrine? La révélation de l'ADN? Nicolas débarquant avec cet enregistrement? Dites-le moi. Et appuyez sur ce bouton d'abonnement parce que la semaine prochaine, je vous raconterai ce que Sandrine a dit quand je suis allé la voir en prison. Ce qu'elle m'a dit sur les derniers moments de ma mère va absolument vous hanter. Aussi, si vous avez déjà été abandonné, si vous avez déjà dû vous reconstruire à partir de rien, partagez votre histoire dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul, et croyez-moi, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. À la prochaine.